Bonjour à tous. On va démarrer avec un peu d'histoire si vous êtes d'accord. Dans l'Antiquité, la lecture est surtout réservée, ça ne vous étonnera pas, aux plus riches. Mais très vite, des bibliothèques publiques sont créées et un premier type de livre fait son apparition, le codex. C'est un ensemble de cahiers cousus les uns aux autres pour ressembler aux livres d'aujourd'hui. Au Moyen-Âge, beaucoup moins tendance à la lecture. Ceux qui ont appris sont surtout des moines avec des textes religieux écrits en latin ou en grec. Ça bouge un peu au XIIIe siècle. Des livres sont rédigés pour la bourgeoisie qui ne parle ni le latin ni le grec et ils sont rédigés en langue vulgaire, un style familier proche du parler. Mais le livre change véritablement de dimension au XVe siècle avec l'invention de l'imprimerie qui va permettre de multiplier la production des livres et leur diffusion pour que 3 siècles plus tard, le livre devienne le roi. Tout le monde lit. On parle même d'épidémie de lecture, de fureur de lire. Et puis arrive le 19e siècle qui va faire naître avec l'alphabétisation de masse des millions de futurs lecteurs aussi différents les uns que les autres. Et si le lecteur change, le livre aussi, avec en 40 l'arrivée du livre de poche qui va bouleverser le monde de l'édition, forcément avec son prix bas, son choix et son côté pratique. Que demander de mieux ? De nos jours, la tendance est au livre numérique, au livre audio. On est loin du codex, je vous le concède. Alors, bonne ou mauvaise chose, qui sait ? Et après, on aura quoi ? Notre intelligence artificielle qui nous choisira quelques thématiques et elle nous créera des livres sur mesure ? Allez savoir. En tout cas, on en parle tout de suite avec mon invité. Mon invité, c'est vous, Jeanne Dormanville. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cadre en fabrication éditoriale chez Hachette. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question toute simple. D'abord, on va faire un peu de pédagogie. Quand on parle du monde de l'édition, du monde du livre, on parle de quoi exactement ? Alors, selon moi, cela définit les ensembles des métiers qu'il y a dans une maison d'édition. Souvent, quand on demande aux gens, pour eux, qu'est-ce que c'est l'édition, ils pensent très rapidement à l'éditeur et à l'auteur. Mais ils sont assez surpris de découvrir qu'il y a plein d'autres métiers derrière. Il y a évidemment notamment la communication, le marketing, il faut bien des gens pour vendre nos ouvrages. Et puis il y a des métiers comme le mien qui sont très intermédiaires où on s'occupe plus du côté technique et de la production et de l'accompagnement de nos clients et de nos éditeurs afin de produire un ouvrage. Le monde de l'édition, ça rassemble donc tous ces professionnels du métier. Et puis, évidemment, tout ce qui va tourner autour, donc nos fournisseurs, que ce soit nos imprimeurs, nos fournisseurs de papier, et puis plus nouvellement, les gens qui interviennent dans les nouvelles technologies digitales pour le livre audio ou le livre numérique, ou encore tous les intervenants pour des événements comme le Salon du Livre, les dédicaces. Voilà, c'est quand même finalement un assez gros monde. Et on découvre souvent avec beaucoup de surprises tous les gens qui sont concernés par le monde de l'édition. Si je vous posais cette question, c'était un peu pernicieux. Est-ce que l'auteur, l'écrivain, considère faire partie du monde de l'édition ? Ah bah bien sûr, il en est même finalement la base, la muse, l'inspiration. Sans l'auteur et sans ses idées, on ne sert à rien. Nous, on est seulement au service de cette créativité et de ces nouvelles idées. Alors, en ces temps de pandémie, 2 questions en une. Comment se porte le monde du livre, le livre tout simplement, alors avant la pandémie et pendant cette pandémie ? Eh ben, finalement, assez bien. On a la chance d'avoir proposé aux gens, aux Français, de façon un peu plus précise, un divertissement facile et que finalement tout le monde connaît, mais qu'on a un peu tendance à oublier dans nos loisirs préférés. Et même si nos points de vente ont été fermés pendant plusieurs mois, on a réussi à s'adapter avec de nouvelles techniques comme le click and collect ou la livraison à domicile. Et c'est grâce à ça qu'on a pu s'adapter. Alors, en fonction des secteurs, bien sûr, il y a eu soit des baisses, soit voire même carrément des hausses. Je pense par exemple aux livres de voyage qui ont peut-être un petit peu souffert de la pandémie parce que forcément, on a moins l'envie de voyager actuellement. Mais par contre, on a pu voir une véritable hausse dans les livres de cuisine ou les livres qui permettent de passer du temps avec nos enfants. Parce que ça, c'était plus des priorités de ces 2 années. Une autre question, là, en même temps que je vous écoute, je suis en train de me dire, mais on vend plus de livres en 2021 ou en 1980 ? Et est-ce que ce sont les mêmes livres que l'on vend ?
Je pense qu'on en vend clairement plus parce que on est dans une tendance où on produit beaucoup plus. Il y a énormément plus de choix, il y a énormément plus de types de consommateurs et aussi les techniques d'impression ont tellement progressé qu'aujourd'hui on peut imprimer plus. Euh, Pour Après, moi, c'est pas et du moins tout le cher même qu'avant, type de j'imagine lecture. aussi. On peut imprimer Oui, oui, plus et oui, moins bien cher sûr. qu'avant. Oui, c'est ça. Bien sûr, aujourd'hui, on fait appel à des fournisseurs dans le monde entier pour s'adapter à nos nouvelles techniques et à plein de choses du marché du livre. Et clairement, on imprime et on vend plus que dans les années 80. Alors, on va rentrer un peu dans vos secrets de profession et dans le secret de votre métier. Prenons 3 cas particuliers. Un livre qui ne se vend pas, à partir de combien alors, d'exemplaires, le prix, je ne sais pas comment vous catégorisez ça, à partir de quel moment un livre, on perd de l'argent, à partir de quel moment on a un succès et à partir de quel moment on a un best-seller? Eh bien, tout dépend de l'argent que vous avez placé en amont. Si vous avez un livre, par exemple, qui est fait pour quelqu'un qui a l'habitude d'être médiatisé, je pense à un influenceur, un sportif, enfin, bon, quelqu'un dont on a l'habitude d'être à la télé ou dans la presse, il va y avoir plus de communication, plus de pubs, plus d'événements créés autour de cette personne et de son livre. Et donc, du coup, forcément, Excusez-moi, Jeanne, je vous coupe, mais il y a plus d'investissement tout court, exactement, plus global. d'investissement. Et donc, pour couvrir cet investissement, ça veut bien dire qu'en retour, on attend des ventes plus importantes. Si, à l'inverse, vous avez un auteur assez inconnu dont le nom ne va pas vraiment parler et que la seule pub que vous faites, ça va être des publications Instagram, Facebook, enfin voilà, les nouveaux médias de partage, là, vous allez avoir comment dire, vous allez pouvoir rembourser votre engagement de façon plus rapide. Euh, Aujourd'hui, je dirais que la majorité des livres qui marchent bien, ça commence à partir de 5000, 8000 exemplaires. D'accord. Et quand vous tirez un livre d'un inconnu, en général, pour tester, parce que la maison d'édition a aimé l'auteur, a aimé le style, peut-être de manière plus subjective, peut-être même de plus personnelle, et on a envie quand même de tenter le coup, même si on est peut-être prêt à perdre de l'argent. Je ne sais pas si ce sont des phrases qu'on accepte d'entendre dans le monde de l'édition. C'est quoi? On tire 500 exemplaires ou ça coûte aussi cher d'en tirer 500 que 10 000? Alors ça, c'est le grand défi de l'édition, parce que quand un éditeur décide d'éditer un nouvel auteur, il prend un risque, effectivement. Il dit, moi, je crois en ce livre, en cet auteur, et ça va marcher, j'en suis sûre. Mais des fois, imprimer pas beaucoup coûte plus cher qu'imprimer beaucoup. Vous savez, c'est la loi de la production. Plus on produit gros, plus ça revient moins cher à l'exemplaire. Donc voilà, le calcul, il est là. Et ça, c'est mon travail à moi en tant que personne qui gère la fabrication, c'est de proposer plusieurs options. Est-ce qu'on imprime pas beaucoup, mais on pourra réimprimer rapidement pour satisfaire nos lecteurs si jamais le livre marche? Ou alors est-ce qu'au contraire, on a un prix de revient un petit peu plus faible, mais en imprimant beaucoup, et du coup en prenant peut-être le risque d'avoir des retours et des stocks qui ne seront du coup pas vendus? Combien de temps ça met? Enfin, vous mettez combien de temps à partir du moment où vous décidez, vous avez un manuscrit, vous décidez d'éditer un livre? Allez, on va partir sur une base de 1000 livres. Ça peut être fait en combien de temps? À C'est la partir du moment où vous production avez tous les seule éléments ou graphiques, vous avez tout, hein. alors seulement la production, du coup, en comptant la livraison, on est sur 2 mois. Ah, quand même! Ouais. Et Ah oui. encore, ça, c'est si on imprime proche. Vous avez des livres pour enfants, par exemple, où vous avez des objets ou des CD ou plein de choses additionnelles, de la découpe, des pop-up et tout ça. Là, on est sur des techniques particulières où on fait souvent appel à des fournisseurs en Chine. Et alors là, c'est bien sur 6 mois, 8 mois, parce que ça revient par bateau et c'est un moyen de transport assez lent. Alors, je vous ai posé une question au niveau du nombre de livres. Je vais vous la poser autrement. Est-ce qu'il vaut mieux éditer 1000 livres d'un inconnu ou 100 000 d'une star? Ah, bah, je pense que ça dépend de ce que vous cherchez comme auteur et comme type de succès. Vous avez autant de maisons d'édition que de sous-catégories de genres littéraires. Donc, vous avez des maisons d'édition qui jamais n'éditeront de stars parce que c'est pas leur cœur de métier. Et comme à l'inverse, vous avez des maisons d'édition qui ne prendront pas de jeunes auteurs inconnus. Euh, Après, voilà, je pense que c'est au consommateur finalement de dire aux maisons d'édition, nous on aime ça, donc donnez-nous ça.
Alors justement, si vous aimez ça et vous le voulez, comment à partir de quel moment vous décelez que l'ouvrage que vous avez dans les mains a un potentiel? On dit souvent que c'est la première phrase, le premier mot. Ou est-ce que très vite vous savez aussi que ça ne va pas le faire et que vous n'allez pas perdre de temps à lire la deuxième page? Alors là, c'est plutôt une question qu'on pose à un éditeur, donc je vais vous répondre avec ma culture et ma propre expérience pour avoir passé beaucoup de temps avec les éditeurs, mais c'est pas mon cœur de métier. Déjà, il y a d'autres échanges en amont. La plupart des auteurs qui nous contactent avec un manuscrit se présentent et nous font des synopsis et essaient de nous présenter leur projet. Et finalement, rien qu'à cette étape-là, on sait déjà si on a affaire à quelqu'un qui propose un projet cohérent ou pas. Et vous avez aussi une autre technique qui est encore plus répandue aujourd'hui. Ça va être plutôt l'inverse, c'est-à-dire que ce sont les maisons d'édition qui vont contacter des gens, qu'ils soient auteurs de métier ou autres, parce qu'ils savent qu'il y a un potentiel à faire un livre. Je pense par exemple à nos stars, nos célébrités, nos influenceurs. On sait qu'aujourd'hui, c'est un domaine qui marche bien. Là, vous avez des maisons d'édition qui contactent les influenceurs en leur disant « Voilà, tu es suivi par tant de personnes. Est-ce que ça t'intéresserait de sortir un livre et qu'on t'accompagne dans ce projet ?» D'accord. Alors en fait, vous êtes en train de me dire que si j'ai 1 million de followers, que j'ai un style proche d'un niveau de troisième entre la syntaxe et ma grammaire, et que j'écris un livre sur ma maman, vous l'éditez? Alors bon, déjà, 1 million de followers, c'est pas beaucoup. Ah pardon, excusez-moi, j'ai que ça, désolé. Non, je pense que là ça dépend des maisons d'édition et surtout, en tant qu'influenceur, quel type de contenu vous proposez. Vous avez des influenceurs qui ont un secteur de marché très précis. Exemple typique, une influenceuse beauté qui a l'habitude de présenter des produits de beauté, de se présenter elle-même avec des objets de consommation ou des gens des métiers de la beauté. Si d'un coup, elle se met à parler de son petit frère qui veut devenir footballeur, ça va intéresser personne. Ses followers n'ont pas l'habitude de ce genre de contenu et finalement s'en fichent. Par contre, vous avez d'autres influenceurs qui utilisent comme carrément technique de communication de tout révéler de leur vie, de partager avec leurs followers la totalité de leur création, de leur vie, de leur métier et de leurs objectifs. Je pense par exemple à une star comme Billie Eilish, qui sur son compte Instagram, qui est extrêmement suivi et qui bat approximativement plusieurs fois par an les records de posts Instagram likés. Elle a pu sortir un livre. Jeanne, je me permets de vous couper, mais là vous allez dans la facilité, vous prenez Billie Eilish. Moi je vous parlais plutôt d'un influenceur, genre type les Marseillais ou ce genre de truc. Hein. Ah oui, oui, d'accord. Oui, non, parce que Billie Eilish, je pense que tout le monde rêve de l'éditer, parce que le succès est garanti, ou Lady Gaga, ou qui vous voulez. Mais les influenceurs, exactement. ceux qu'on entend tout le temps parler, qui postent à longueur de journée, les Nabila et compagnie, ça vous éditez? Enfin, ça, ces gens, ces histoires-là, vous les éditez? Tout dépend de ce qu'ils ont à dire. Est-ce qu'ils peuvent réellement prétendre à présenter un projet éditorial? Parce que après tout, pour faire un livre, il faut quand même remplir des pages. Les photos, c'est joli, mais on ne fait pas du magazine. Et tout dépend du placement de la maison d'édition. Il y a énormément d'objectifs à servir. Vous pouvez tirer quelqu'un qui est habitué à la télé et effectivement au contact oral, à finalement se révéler dans l'écriture et présenter quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout. Comme vous pouvez aussi faire un livre basé uniquement sur l'image. On fait des livres qui sont uniquement basés sur l'image. Je pense par exemple aux tendances de mode, de lifestyle ou même de cuisine. Vos livres de cuisine, ils sont à 80% composés d'images. Alors d'abord, ça me rassure, vous êtes en train de me dire que quand même le contenu, ça, c'est important quand même. Qui que ce soit qui écrive, le contenu est important. Et l'autre chose que vous êtes en train de me dire, c'est qu'est-ce qui marche le mieux comme livre? J'ai l'impression que vous êtes en train de me dire quoi? Que c'est les livres d'influenceurs, les livres sur la cuisine, c'est ça qui marche le mieux en ce moment? C'est les livres qui se vendent le plus? Oui, dans les secteurs qui fonctionnent bien, ces 5 dernières années, voire même je dirais ces 3 dernières années pour les influenceurs, ce sont effectivement des gens qui sont suivis sur les nouvelles plateformes de médias. Et la cuisine, c'est un très très gros secteur qui s'est développé ces 10-15 dernières années. On parlait tout à l'heure des années 80. Jamais dans les années 80, un cuisinier se serait dit « Tiens, je vais éditer un livre de mes recettes », alors qu'aujourd'hui, c'est très très courant et très très bien vu.
Vous avez des maisons d'édition entières dédiées à la cuisine, qu'elles soient de haute gastronomie ou des choses beaucoup plus simples, de bistrot, de junk food. Vous avez des mélanges entre influenceurs et cuisine. On parle beaucoup des coachs sportifs qui font de la nutrition et qui du coup proposent des recettes de cuisine healthy, qui est donc le terme en anglais. Il y a les livres aussi psychologiques, bien-être, réflexion, méditation. Je crois que c'est une grosse tendance en ce moment, ça aussi, non? Tout à fait, exactement. Le développement personnel est un gros secteur. C'est marrant qu'on en parle parce que j'ai fait partie longtemps de l'équipe Marabout qui se spécialise beaucoup là-dedans. Et c'est un nouveau domaine qui fonctionne très bien. Les gens aujourd'hui aiment se poser avec un livre parce que finalement vous avez un contact assez intime avec un bouquin, c'est vous seul qui le lisez. Et je pense que la recherche de développement personnel, que ce soit dans la méditation, dans l'apprentissage de soi et des autres, c'est très favorable à travers le livre. Et ça, ces types de livres, ils sont sur le podium des ventes. Les romans, les polars, ils reculent ou ils restent toujours pareils depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ils ont toujours leur public, ça bouge pas. C'est les autres qui montent ou qui descendent. C'est quoi? C'est eux, c'est un peu les talons? Exactement. Vous avez cette idée de sources sûres qui vont être les romans, les thrillers, les romans d'amour aussi, enfin, à un certain niveau, parce que vous avez le grand domaine de la chiclite qui est très controversé. Et puis, des nouvelles tendances qui émergent et qui, des fois, nous font la surprise d'arriver dans les top ventes. Par exemple, assez récemment, vous voyez des influenceurs arriver dans les top 5 des ventes de la Fnac, alors qu'il y a encore 5 et 10 ans, vous n'aviez que des romans, des bons gros romans de littérature qui arrivaient à ce type de succès. Jeanne, tout à l'heure, en préambule, je parlais de l'évolution, enfin du bouleversement qu'a connu le livre en 1940 avec l'arrivée du livre de poche. Aujourd'hui, le livre évolue avec les outils digitaux que l'on a, avec des livres numériques et des livres audio. Avant qu'on en parle, je voudrais juste vous présenter un sujet qui a été tourné au Bénin, en Afrique, où on est allé où notre correspondant local, Kevin Sonsier, est allé à la sortie d'une université et a demandé aux étudiants comment ils lisaient et qu'est-ce qu'ils préféraient. On regarde et votre avis m'intéresse après si vous voulez bien. Ok, on regarde. La lecture joue un rôle important dans la formation de l'homme car elle permet d'apprendre à écrire, à échanger. Mieux, permet d'améliorer le niveau intellectuel. Et quand on parle de lecture, on fait automatiquement allusion au livre. Mais force est de constater que les jeunes écrivent et lisent plus sur les smartphones et sur les réseaux sociaux que dans les livres. Suivons quelques explications données par les étudiants d'Abomey Calavi. Moi, j'aime lire et écrire sur les smartphones et sur les réseaux sociaux parce que c'est plus accessible et plus léger. Par exemple, si vous avez 3 tomes du même livre à lire, par exemple, sur smartphone, je pense que c'est plus rapide. Ça vous donne envie de continuer à lire. Bon, j'aime lire et écrire sur les smartphones parce que bon, ça donne plus envie de le faire que de lire dans un document. Pour moi, c'est ça. J'aime pas lire parce qu'aujourd'hui, bon, on est plus câblé sur les multimédias que les livres et c'est normal, donc c'est ce qu'on vit, on fait avec. Je lis sur les deux, que ce soit dans les smartphones comme dans les livres, je lis les deux. Mais j'ai plus une préférence pour les livres en papier que les livres sur smartphone. Je télécharge les livres pour lire parce que je n'ai pas assez de livres, c'est pas les bibliothèques et autres. J'y vais pas trop, donc je profite pour lire sur mon smartphone. D'autres, bien qu'étant usagers des smartphones, préfèrent quand même lire la version papier que le numérique. Sur les smartphones et les réseaux, bon, c'est plus moyen, je dirais. Je ne suis pas trop active sur les réseaux. Je préfère lire des livres parce que c'est plus instructif. Lire joue un rôle important car non seulement elle permet l'ouverture d'esprit, mais la culture générale. Jeanne, que pensez-vous de ce qu'on a entendu et comment percevez-vous justement cette différence entre le livre papier et le livre numérique? Le livre papier ne peut pas lutter face au livre numérique, ne serait-ce que pour son accessibilité et le volume de livres qu'on peut prendre et pour ce qu'on appelle les grands lecteurs. Je pense que les atouts de l'un ne sont pas comparables avec les atouts de l'autre. C'est deux médias complètement différents. Et il est clair que le livre numérique a permis une ouverture qu'on n'aurait vraiment
pas pu avoir en termes de facilité d'accès, en termes évidemment de place, de facilité de transporter. Mais après, vous avez ce véritable attrait pour la collection, pour l'acquisition d'un objet, pour l'amour du livre en tant qu'objet, qui le rend encore indétrônable de sa place. C'est-à-dire que même si vous aimez lire sur tablette quand vous êtes dans le train ou que vous voyagez à l'autre bout du monde, vous allez être content de rentrer chez vous et de retrouver votre bibliothèque bien fournie. Alors, il y a le livre numérique, il y a le livre audio aussi qui est en train de faire sa place en ce moment. Commercialement, économiquement, il est vendu comme tel, c'est un livre, mais intellectuellement, en quoi c'est un livre? Parce que l'exercice de lire, la lecture, non, ça se rapproche plus que de l'écoute, c'est de la musique, c'est de la musique parlée, on n'est plus dans la littérature, si? Je pense que c'est une nouvelle façon de lire et qu'il y aurait beaucoup de gens qui seraient prêts à dire que c'est plus trop lire, du coup le verbe ne s'y prête plus trop. C'est même carrément un sujet de nouveaux types de réflexion. Et puis selon moi c'est juste en rapport avec qu'est-ce que cherche le lecteur. Si le lecteur cherche à apprendre un livre par cœur, par exemple pour l'école, je suis pas sûre effectivement que écouter le livre soit la technique la plus favorable à la mémoire. Mais si votre seul objectif, c'est de pouvoir lire plus ou alors connaître plus d'histoires, vous endormir plus facilement ou juste connaître la suite de votre roman préféré et en étant peut-être plus rapide, voilà, c'est un nouveau média qui est très agréable. En étant plus rapide. Vous n'avez pas peur que justement le temps soit le pire ennemi de la lecture? Parce qu'autour de nous, tout va de plus en plus vite. Là, vous me dites, maintenant, on a la possibilité, si on veut, d'écouter la fin de notre roman préféré sans faire l'effort. On perd tout le charme de la lecture, quelque part, non? Je serais assez d'accord pour dire oui, mais finalement, le charme de la lecture, c'est le lecteur qui lui confère. Si vous, votre truc, c'est de lire la première et la dernière page du livre, après tout, ça ne va pas changer la face du monde. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et à votre avis, Victor Hugo ou Molière, ils en auraient pensé quoi des livres audio? C'est une question un peu vache, mais... Ça dépend, vous l'avez acheté ou pas, le livre audio? Jamais. Voilà, je pense que ce serait ça la question à poser. Finalement, si l'argent vient dans les mêmes poches, après tout, faites ce que vous voulez avec. Alors plus globalement, là on parle du livre, mais que pensez, est-ce que ça vous effraie un peu cette dématérialisation des loisirs? J'avais noté par exemple le cinéma, maintenant on le regarde avec des box, la musique elle s'écoute avec des fichiers MP3, les parties de foot elles se jouent sur PlayStation et maintenant les livres s'écoutent les yeux fermés. Ça vous inquiète? Vous vous dites on est en train de perdre quelque chose? Ou au contraire, c'est excitant, on se dit on va découvrir, on va aller vers de nouveaux outils qui vont permettre de donner l'accès à un plus grand nombre aux loisirs et puis surtout d'avoir quelque chose de peut-être plus détaillé, plus précis, plus exhaustif. Je ne sais pas, je pose la question en l'air. Je pense que dans nos métiers, ce qu'on aime, c'est pouvoir se renouveler, avoir de nouveaux défis et proposer toujours plus de contenu à toujours plus de personnes. Donc, dans cet objectif-là, les nouvelles technologies et les nouvelles façons de lire nous intéressent, nous passionnent. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que les maisons d'édition ont préféré se lancer sur le sujet du livre audio et sur le sujet du livre numérique, en gardant donc nos droits, plutôt que de les céder à des entreprises qui auraient bien aimé nous prendre ce secteur de marché-là. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut favoriser l'un et oublier l'autre. Vous parlez par exemple du cinéma qui se regarde avec les yeux et de la musique qui s'écoute avec les MP3. C'est vrai, mais ça n'empêche pas les gens de se ruer par milliers dans la première salle de concert quand leur star arrive. Et je pense qu'un livre audio ne vous empêchera pas d'avoir envie d'aller rencontrer votre auteur préféré en dédicace si jamais il vient proche de chez vous. C'est complémentaire, ça ouvre plus de portes à ceux qui n'avaient peut-être pas l'habitude d'aller en librairie acheter des livres. Et ça offre plus d'opportunités à ceux qui en ont eu marre de porter un livre de 2 kilos dans leur sac à main tous les jours dans les transports en commun. Allez, une dernière question parce qu'on arrive au terme de l'émission. Vous, c'est l'édition, c'est les auteurs. Nous, c'est le journalisme, la presse. Il vaut mieux lire quoi, la presse ou les grands auteurs? Des deux. C'est le choix, tout le monde peut choisir ce qu'il lit. Il n'y a pas de mauvaise lecture, il n'y a pas de meilleure lecture.
vous n'êtes pas meilleur qu'un autre parce que vous lisez un manga, un magazine féminin ou un classique de littérature étrangère. Tout ce qu'il faut, c'est trouver son plaisir dans les livres et continuer à motiver notre créativité pour qu'on puisse toujours plus vous offrir des choses qui vous plaisent. Vous lisez quoi en ce moment, vous, Jeanne ? Moi, actuellement, je lis un roman policier qui se passe à Londres et il y a un peu des histoires de fantômes et de sorcières. D'accord, pas en audio ni en numérique, en papier. Non, avec un vrai livre papier. Jeanne d'Ormanville, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. TLS+, c'est terminé pour aujourd'hui. On aura le plaisir de se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau TLS+. Et comme d'habitude, vous le savez maintenant, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. Bonne journée à tous, au revoir.